Nous allons tout de suite passer à une de nos présentations très importantes sous la thématique de l'intelligence artificielle. So we're going to right away jump into our first block of programming around artificial intelligence. And I'm so excited to present our next speaker. Je suis extrêmement excité de présenter le prochain intervenant. Mais avant, j'ai un petit message de Hub Brussels. Alors, la conférence de M. Hugues Bersini est possible grâce au soutien de Hub Brussels, l'agence bruxelloise pour l'accompagnement d'entreprises. L'agence accompagne et veille sur le développement des entreprises bruxelloises et veille sur le développement à leur internationalisation et à l'attraction d'investissements étrangers à Bruxelles, résolument tournés vers l'avenir. Hub Brussels décline les concepts d'innovation et d'inspiration tant dans ses projets pour la ville et ses usagers que dans l'accompagnement offert aux entreprises. Hub Brussels propose aux entreprises québécoises une mise en réseau des outils gratuits ainsi qu'une expertise reconnue afin de faciliter leur décision de s'implanter dans la capitale de l'Europe et réussir à Bruxelles et au-delà. Merci, Hub Bruxelles. Alors, sans plus tarder, j'aimerais tout de suite vous présenter notre keynote, M. Hugues Bersini, directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de l'Université libre de Bruxelles, créateur de l'Institut Fari, dont l'objectif est de mettre l'intelligence artificielle au service des Bruxellois, sous la thématique « L'algocratie des algorithmes aux portes du pouvoir ». Sans plus tarder, M. Hugues Bersini. Bonjour à tous. Welcome and good morning to all of you. So I'm waiting for the presentation. I think I have to give it in French, I suppose, even if in Montreal is a little bit like in Brussels, a bit complicated to know in which language you need to speak. I think I'm going to give it in French, so as soon as I got the slides. Et pour mes amis sénégalais, Nangadef, Mangefirek. J'ai vécu au Sénégal. Bienvenue aussi. Donc, waiting for my slides. I have to connect. MTL Connect need to connect with my slides. Tout va bien? Voilà, c'est parti. Ah, j'ai même un timer. OK, super. Donc, l'intitulé de mon exposé, parfait. L'intitulé de mon exposé, c'est algocratie. Alors, c'est un terme qui n'est pas très connu encore. En fait, vous comprenez bien que c'est une déclinaison naturelle de démocratie, technocratie, algocratie. En fait, c'est l'idée que les algorithmes de plus en plus s'immiscent dans nos existences, que de plus en plus nos existences sont sous l'emprise algorithmique. Des algorithmes d'intelligence artificielle, mais pas que. Des algorithmes, vous allez voir, je vais en parler, je vais en présenter beaucoup. Et le but de mon exposé, vous verrez qu'il se termine par l'Institut Fari, donc j'aurai le loisir de vous parler à la fin de l'exposé, c'est d'essayer de discuter avec vous, il y aura un petit timer pour les questions et un petit temps pour les questions, de comment légitimer cette espèce de contrainte, de pression algorithmique que nous vivons de plus en plus, je dirais, dans notre quotidien. Il n'y a pas une minute de vos existences sans toujours que vous vous en rendiez compte, où vous n'êtes pas l'objet d'une surveillance algorithmique, d'une gestion algorithmique, et c'est de cela dont je voudrais discuter avec vous. Alors, en fait, ça va se diviser en 3 parties. Mais la première, je ne vais pas vous surprendre, je vais vous rappeler cette emprise algorithmique avec 2 familles d'algorithmes. La première sont des algorithmes qui sont plutôt du genre conseillant, guidant, dont on pourrait se débarrasser, dont on n'est pas obligé de faire l'usage, mais de plus en plus, ils nous deviennent indispensables. Et il y a une évolution qu'on constate depuis quelques années vers des algorithmes qui sont de plus en plus contraignants, dont il est impossible de se débarrasser. Il est obligé de les utiliser. Et puis, partie importante, comment légitimer l'usage des algorithmes?
les critiques que ça pose. Vous savez que, surtout dans les pays francophones, il y a un vent de critiques relativement violent contre cette emprise algorithmique, le fait que nos vies soient de plus en plus cadenassées, soient de plus en plus formatées par ces algorithmes. Et je vous parlerai d'une vision que j'ai, qui est un peu aussi à l'origine de l'Institut Fari, qui est cette idée que, à mon sens, plus ces algorithmes deviennent contraignants, plus nous allons avoir besoin de participation citoyenne dans l'écriture de ces algorithmes. Donc c'est un projet que je caresse depuis 10 ans, qui est très difficile à mettre en œuvre, qui s'appelle CityCode, ou qu'on pourrait appeler aussi citoyen hacker, citizen hacker, les citoyens prenant part dans l'écriture des logiciels. Et je vous parlerai déjà des expérimentations avec l'Institut Fari, qui a vu le jour il y a quelques années et qui est déjà très actif sur Bruxelles, et je vous montrerai déjà des missions de cet institut. Alors l'emprise algorithmique, ça, ce sont la première famille d'algorithmes. Vous les reconnaissez puisque vous les utilisez. Il y a les algorithmes de GPS, de guidage dans nos villes. Il y a les algorithmes de recommandation. Il y a les algorithmes de recherche. Il est impossible aujourd'hui d'avoir accès sur le web sans utiliser un moteur de recherche. Il y a les algorithmes d'économie circulaire, les algorithmes de vente. En Belgique, Vinted est un de ces algorithmes très populaires qui, bien sûr, aussi, personne n'est obligé d'utiliser Vinted, mais de plus en plus de personnes l'utilisent pour recycler leurs vêtements d'occasion. Il y a les algorithmes de rencontre. Ce n'est pas ma génération, mais je peux vous dire que la génération de mes enfants sont des utilisateurs chevronnés de ces algorithmes de rencontre. Là aussi, il n'est pas nécessaire d'utiliser Tinder, mais vous voyez que ça devient presque une drogue pour cette jeunesse, l'utilisation de ces algorithmes. Et puis, il y a les algorithmes qui obligent. Et ça, c'est des algorithmes beaucoup plus incisifs, puisque en France, par exemple, pour vous inscrire dans une université ou dans une haute école, vous devez passer par un algorithme qui s'appelle Parcoursup. En Belgique, la taxation est quasi automatique, donc vous n'avez même plus à remplir votre salaire et les rubriques, c'est presque automatique, donc vous n'avez même pas l'occasion de pouvoir jouer avec l'impôt et la fiscalité. Il y a la blockchain dont je ne vais pas parler. Alors il y a des algorithmes, bon je les cite même à titre d'exemple, ils sont rigolos, mais de plus en plus les toilettes sont automatisées. C'est pas vous qui poussez le bouton de la chasse d'eau qui allumez les lumières. En France, il y a eu un gros débat sur Linky. Alors vous savez que pour l'instant, à cause de la sobriété énergétique, le gouvernement français a décidé que votre compteur éteindra de force, bon, il y a quelques conditions, mais votre compteur éteindra de force le fonctionnement de votre boiler dans certaines heures creuses de la journée. Et Linky prendra l'initiative. Et je pense qu'on va vers ça. Avec la poussée vers la sobriété, je pense qu'on va de plus en plus vers des compteurs qui vont diriger votre manière de consommer l'électricité dans un objectif de bien public, c'est-à-dire diminuer la consommation électrique des ménages. Et puis, il y a par exemple des algorithmes d'accession au crédit. Ça fait partie des premières choses que l'intelligence artificielle a faites. Comment obtenir un crédit ? Vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, c'est un algorithme qui va décider oui ou non l'accès au crédit. Et donc, on a vu aussi cette emprise algorithmique, ça a été pendant le Covid. Alors, tous les pays l'ont vécu avec une emprise algorithmique plus ou moins forte, mais ça a été extraordinaire. Le nombre d'algorithmes qui ont dirigé nos existences, le contact tracing, le QR code pour entrer dans les établissements publics, la prise de rendez-vous pour la vaccination. Et ce qu'on a constaté, en Belgique en tous les cas, c'est que ces algorithmes, ils n'ont pas fait l'objet d'une adhésion complète de la part des citoyens. Notamment le contact tracing, qui est un échec patent. Et pour moi, je m'y attendais à ce que ça soit un échec, parce que justement, ces algorithmes n'ont pas été pensés pour les citoyens. Ils ont été pensés par des technophiles qui se réjouissaient de mettre du Bluetooth et d'actionner, mais personne ne les a utilisés, notamment parce qu'on ne savait pas tout à fait comment ils fonctionnaient, et puis il y avait une peur d'accès à la vie privée, et donc le Covid, pour ça, a été une parfaite illustration d'algorithmes qui devaient nous aider à affronter cette crise. Je crois que la volonté politique était là, et était plutôt, mais qui n'ont pas fonctionné par manque d'adhésion citoyenne. Alors, bon, si vous voulez un exemple d'un pays que je n'ai pas besoin de comprendre et de convaincre sur l'emprise algorithmique, je vous conseille de regarder « Ma femme a du crédit » sur YouTube. C'est un journaliste français qui a réalisé ce film il y a une année de cela. Et c'est remarquable parce que, comme vous savez, en Chine, votre vie est totalement sous emprise algorithmique par l'entremise de ce qui s'appelle le crédit social. Et n'importe laquelle de votre action est filmée, enregistrée et évaluée par voie algorithmique. Donc, par exemple, vous savez que la Chine est le pays le plus surveillé en termes de caméras. C'est le pays où il y a le plus de nombre de caméras par habitant. Et n'importe quel achat que vous le faites avec votre application. Vous n'avez pas le choix. Weekend Chat est la seule application possible pour acheter un coca, pour acheter un alcool. Mais si vous achetez
un verre d'alcool, vous allez voir que votre crédit social diminue. Si vous achetez un jus d'orange, vous allez voir que votre crédit social augmente. Donc on en est là, et l'effet du crédit social, c'est d'avoir accès à certains services publics, etc. Traverser la rue, si vous traversez la rue en vous écartant des passages pour piétons, vous allez avoir un grand écran géant qui vous stigmatise. Et vous voyez que dans ce film, c'est très intéressant parce que cette jeune femme, qui est une jeune chinoise, qui est mariée avec un journaliste français, passe tout le temps à regarder la valeur de son crédit social avec une seule obsession, c'est de le faire monter au-dessus d'un certain seuil. C'est pas une dystopie, c'est ce que cette emprise algorithmique, c'est vers ça qu'elle peut nous conduire. Alors évidemment, je ne défends pas cette société, mais c'est assez intéressant de voir comme les Chinois l'ont facilement adopté, et ce crédit social est devenu pratiquement, je dirais, un élément presque indissociable de leur quotidien. Alors, les algorithmes au pouvoir. Pourquoi je parle d'algorithmes au pouvoir? Parce que je pense que le pouvoir, et je vais être très caricature, a deux rôles essentiels à jouer. Pallier la défaillance des citoyens, parce que parfois c'est tellement complexe qu'on a besoin d'une voix d'en haut pour nous orienter, pour nous guider, penser à la mobilité. Hein. On n'est pas soi-même capable de gérer la mobilité dans nos villes, même si le gouvernement, c'est aussi discutable la manière dont ils le font. Penser au Covid, à la vaccination. On a besoin d'une vision d'en haut, hein, d'une vision large. Et là, les algorithmes sont très bons. Sont très bons pour appuyer les gouvernants à prendre ce genre de décisions très complexes, où il y a beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup d'intérêts. Il faut avoir une vision très large. La deuxième raison de la gouvernance, et c'est celle qui va m'intéresser plus ici, c'est contrer la déviance. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous savez, dans toute société, et c'est pour ça que la loi est là, c'est pour ça que la police est là, c'est pour ça que la justice est là, il y a des éléments de la société qui ont envie de faire cavalier seul et de ne pas jouer le jeu du bien collectif. Quand je vous parle d'algorithmes pour le bien public, c'est notamment pour justement prévenir certaines attitudes déviantes, et par le jeu algorithmique, à moyen, vous allez voir comment. Alors, ce deuxième objectif, contrer la déviance et empêcher la tragédie des communs, je vais m'appuyer un peu plus sur celui-là, parce que c'est généralement celui qui pose le plus de problèmes, qui fait défaut, qui prête à discussion. Pour contrer justement ces déviances et la tragédie des communs, vous avez plusieurs systèmes de régulation sociale. Vous pouvez vous-même avoir un petit ange ou un petit diable sur votre épaule qui vous incite à vous comporter correctement ou pas, c'est ce qu'on appellerait les normes sociales. Vous avez tout ce qui est le cadre institutionnel, la loi, la police. Vous avez l'économie, qui est un facteur extrêmement important. Vous savez, si vous êtes un économiste, vous pensez que tout va se régler par les prix. Il suffit de monter les prix pour dissuader les comportements. Et puis vous avez un quatrième acteur qui est en train de s'imposer, qui n'est pas contre les trois autres, mais qui a sa propre nature, sa propre identité, et qui doit donc avoir sa propre légitimation, et qui sont les algorithmes. Je prends toujours l'exemple du détecteur d'alcool quand vous rentrez dans votre véhicule, l'alcotest. Vous savez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas conduire en état d'ivresse. Je pense qu'il n'y a aucun pays qui l'autorise. Pour dissuader cette conduite, vous pouvez avoir la loi. La loi vous interdit de conduire en état d'ivresse. Alors la loi s'accompagne de l'économie, puisque si vous conduisez en état d'ivresse et que vous vous faites prendre, vous avez une pénalité économique. Mais il y a une autre manière de faire, qui est l'alcotest. On rentre dans votre véhicule, votre haleine est embuée d'alcool, votre véhicule ne démarre pas. Tout le problème, c'est de savoir quel est, à votre avis, le système d'empêchement de conduite en état d'ivresse. Moi, je défends l'alcotest, mais c'est très difficile de le défendre quand vous êtes face à des juristes, parce que beaucoup de juristes vont vous dire « mais non, il faut penser à la femme enceinte qui est sur le point d'accoucher et son mari ou vous pensez au papa dont l'enfant... » Et ils vont vous donner un tas de contre-exemples. Et moi, généralement, ma réponse à ça, c'est les statistiques. Regardez le nombre d'accidents qui sont causés par la conduite en état d'ivresse, et il n'y a pas de raison surtout que la police, en général, dans les pays, arrête les gens, puis leur font passer l'alcotest. Mais bon, peut-être que les policiers ont mieux à faire que de détecter le degré d'alcoolémie dans le sang des conducteurs. Alors, autre exemple, on parle de plus en plus, vous savez, il y a en France, il y a eu la fameuse participation citoyenne pour le climat, qui a accouché d'un certain nombre de mesures. Elles n'ont pas toutes été adoptées par le Parlement, ce qui est d'ailleurs intéressant, puisque justement, je vais parler de participation citoyenne. On parle de plus en plus de restreindre les vols d'avions. Pour nous, c'est-à-dire qu'on voit bien que pour faire face au réchauffement climatique, on ne va plus avoir la possibilité de voler autant de fois que nous le faisons pour l'instant. Comment restreindre les vols? Là aussi, vous avez ce que j'appellerais les normes sociales, l'effet Greta. Moi, par exemple, parmi mes enfants, j'en ai qui ont décidé de ne plus jamais prendre l'avion. Il n'y a pas de contrainte, ils peuvent prendre l'avion, mais justement, effet Greta, vous voyez à quelle personne je fais allusion. Vous avez les prix. Les économistes vont vous dire on monte les prix des vols d'avion.
Sauf qu'il y a un vrai problème à cela, c'est que comme vous le savez, c'est le gros problème des mesures de sobriété discutées en France pour l'instant, c'est les inégalités que ça crée. Les riches pourront voler et les pauvres seront réduits à prendre leurs vacances dans un rayon de 100 km. Et puis vous avez les algorithmes. Alors les algorithmes, vous savez bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen de réserver un billet d'avion si ce n'est à travers le web. Eh bien, le web pourrait de lui-même prendre l'initiative d'empêcher, je ne sais pas, moi, 2 ou 3 vols par personne, par an. On peut discuter de cela, évidemment. Et ça sera tellement coercitif, ça sera tellement menottant, que c'est pour ça que je pense que vous devez participer de la discussion et de la mise en place de ces algorithmes. En France, il y a un algorithme qui s'appelle Parcoursup. Et pour vous montrer que les algorithmes, ils ne sont pas neutres au plan idéologique, Parcoursup, c'est un algorithme qui, comme vous savez, associe les étudiants dans les, disons pour simplifier, les universités et les facultés. Cet algorithme, il se repose sur un algorithme lui-même qui a octroyé le prix Nobel à des économistes il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle l'algorithme de Gale-Shapley, et qui fait des associations, des matchs. Il y a beaucoup d'algorithmes dans notre vie de tous les jours qui fait des matchs. Chez Tinder, il y a des matchs. Dans les greffes d'organes, il y a des matchs. Eh bien, pour accéder aux universités, aujourd'hui, il y a un algorithme qui fait des matchs. L'algorithme de Gale-Shapley, qui est à la base de Parcoursup, il a un problème, à mon avis, qui est inhérent à cet algorithme. C'est que je ne vais pas parler de l'algorithme de... Enfin, je vais parler de l'algorithme de Gale-Shapley, mais je ne vais pas le mettre en illustration pour le problème des universités. Je vais le mettre en illustration pour un problème beaucoup plus simple. C'est les couples, le match entre les couples, entre les hommes et les femmes. Les hommes doivent choisir la femme avec laquelle ils veulent vivre et la femme doit choisir les hommes avec lesquels ils veulent vivre. À l'origine de cet algorithme, il y a ce qu'on appelle un ordonnancement, un ranking, c'est-à-dire les hommes ordonnent les femmes, on imagine bien avec un critère de préférence, et les femmes ordonnent les hommes avec un critère de préférence. L'algorithme de Gale-Shapley va simplement matcher les préférences, c'est-à-dire ceux qui se préfèrent vont simplement s'associer. Si vous préférez cette femme, il est tout à fait normal que l'algorithme vous fasse rencontrer cette femme, et pareil si la femme vous préfère vous. Donc il va y avoir un matching optimal. Le problème qu'il faut réaliser, c'est que si les hommes préfèrent toutes les mêmes femmes, et si les femmes préfèrent toutes les mêmes hommes, eh bien en fait le résultat de cet algorithme, c'est que les plus préférés vont être ensemble. Donc les premiers préférés, les deuxièmes préférés, les troisièmes préférés, les quatrièmes préférés. Et c'est exactement ce qui se passe dans Parcoursup. C'est-à-dire que Parcoursup est in fine un algorithme extraordinairement méritocratique. Les meilleurs étudiants se retrouvent dans les meilleures universités. Les meilleures universités permettent l'inscription des meilleurs étudiants. Et on se réjouit en France qu'il y ait moins d'échecs en première année des facultés. Bah oui, c'est assez compréhensible. Si vous interdisez dès l'algorithme l'accès... Et les gens, tu sais, les informaticiens, quand vous les interrogez, ils disent « c'est Pareto optimal ». Il fonctionne très bien cet algorithme puisque les préférences sont réalisées. Sauf que on pourrait tout à fait imaginer un matching aléatoire. D'ailleurs, une des premières versions de cet algorithme s'appelait APB, Admission Post-Bac, et il y avait une composante aléatoire dans cet algorithme qui a défrayé la chronique. C'était du temps de la gouvernance de François Hollande. L'algorithme avait une composante aléatoire que moi je trouvais tout à fait défendable. Ça rebattait les cartes. C'est pas parce que vous n'avez pas brillé pendant vos études primaires et secondaires que l'accès à la Sorbonne ou que l'accès à Polytechnique soit empêché. Je trouve qu'il faut une composante aléatoire, mais ce sont les citoyens eux-mêmes qui se sont dit mais non, l'éducation c'est méritocratique. Les meilleurs doivent aller dans les meilleurs. C'est très discutable, ça dépend du choix de société. Et il y a un fameux prix Nobel d'économie qui s'appelle Amartya Sen, et qui a dit cette phrase que je trouve tout à fait justifiée. Une société peut être Pareto optimale, c'est-à-dire optimale au sens de l'économie, mais parfaitement dégueulasse. Pour vous montrer que les algorithmes ne sont jamais neutres d'un point de vue idéologique, ils capturent toujours quelque chose de l'ordre de notre comportement collectif. Alors, les critiques pleuvent sur ces algorithmes, ce qui, moi, m'incite, si vous voulez, à proposer cette idée de participation citoyenne dans l'écriture des codes. Alors les critiques pleuvent, il y a cette idée que un grand philosophe américain qui a écrit un bouquin qui a beaucoup influencé les juristes, qui est est-ce qu'on peut mettre la loi, vous savez, il y a cette idée de code, il y a le code qui est le code de la loi, puis il y a le code algorithmique. Il a un peu joué sur ce jeu de mots, et il y a cette fameuse phrase « code is law ». Et est-ce que les algorithmes peuvent incarner la loi, implémenter la loi, par le simple fait, penser à... si vous voulez des exemples, pensez à l'alcotest. L'alcotest est une incarnation vraiment matérielle et puissante de la loi. Vous ne rentrerez pas dans votre véhicule, il ne démarrera pas si votre degré d'alcoolémie est supérieur à ce que la loi
impose. Et c'est pareil pour de plus en plus d'algorithmes. Ça facilite beaucoup la vie des gouvernants, hein, d'empêcher par les algorithmes ou d'incarner par les algorithmes la loi. Alors ici en anglais, quelques éléments de la critique. On est en train de réinventer les 3 pouvoirs. Les algorithmes sont en train de réinventer le pouvoir exécutif. Vous savez qu'il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Mais là, c'est le pouvoir exécutif qui est substitué par les algorithmes. C'est eux qui exécutent les lois. Donc c'est quand même une mainmise et un changement fondamental de la façon dont on régit nos sociétés. Les algorithmes aussi, la tendance qu'ils ont, c'est de vous priver plutôt que de vous punir. Vous ne pouvez pas commettre la déviance, puisque l'algorithme vous empêche. Votre robinet vous empêchera de consommer, je ne sais pas moi, plus de 10 litres d'eau par jour. Vous savez qu'il y a des pays, prenez la Californie, sans doute en Afrique aussi maintenant, où il y a des problèmes de sécheresse. Eh bien, comment on fait? On fait par la punition. Si vous arrosez votre jardin alors que vous devez limiter votre consommation d'eau, vous avez un policier qui va arriver, qui va vous donner une amende même importante. Aux États-Unis, c'est des amendes de $1000 si votre gazon est vert en Californie, alors que justement, vous avez un empêchement de consommation d'eau. Est-ce que ce n'est pas plus simple que le robinet lui-même vous empêche de consommer l'eau, tout en vous tenant informé, évidemment, de qu'est-ce qui vous reste à consommer, etc. Donc, vous voyez, une espèce de privation algorithmique, plutôt qu'un laisser-aller qui d'une certaine manière, qui se compense par un jeu de pénalités, comme la loi a l'habitude de le proposer. Il y a des philosophes qui disent, oui, mais si on met tout dans l'algorithme, ça va affaiblir notre capacité délibérative. L'algorithme pense pour nous. C'est bien, je me revois, c'est sympa. Il est bien, je présente. Alors attendez, je ne sais plus où je dois regarder. Donc il faudrait que... Merci. Il faudrait que, pour les juristes, et vous allez voir quelques critiques qu'ils adressent à ça, il faudrait que la justice ait une face humaine, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir, quand je parle à mes amis juristes, c'est assez intéressant, ils disent on doit pouvoir dévier, la déviance fait partie de la nature humaine, il ne faut pas l'empêcher, mais après, il y a tout un tribunal judiciaire. J'ai mon ami ici, qui est professeur de cyberjustice à Montréal, Karim Benyeklef, avec lequel j'ai l'occasion de souvent discuter, qui regarde un peu mes présentations avec un œil un peu interloqué, si pas parfois un peu effrayé, puisque lui, il travaille sur, justement, rendre la justice plus humaine. Tandis que moi, je suis en train de lui dire, mais bon, peut-être qu'il y a des éléments de déviance que les algorithmes ne vont pas pouvoir empêcher, le pénal, des crimes, je vois mal comment des algorithmes, même si, comme vous savez, il y a pas mal de gens qui disent que les algorithmes peuvent prévenir votre volonté criminelle par simplement observant les réseaux sociaux, même en allant parfois jusqu'à mettre des électrodes dans votre cerveau, on peut voir anticiper des attitudes déviantes, des criminogènes. C'est pas dystopique, il y a vraiment des gens qui travaillent sur ça. Donc, vous voyez qu'on est quand même à l'intersection de 2 visions du monde. Il y a aussi toutes les problématiques de la liberté. OK, la liberté, mais au prix de la liberté d'autrui. Les algorithmes vont devoir un peu arbitrer entre ce que vous pouvez faire et ce qui est bon pour la collectivité. Qu'est-ce qui se passe si l'algo se plante? Qui est responsable? À partir du moment où on délègue dans l'algorithme tout le pouvoir exécutif, etc., etc. Alors, je vous conseille, parce que c'est un peu une réponse à ma conférence et à mes idées, je vous conseille un livre écrit par 2 juristes français qui sont tout à fait brillants, qui s'appelle « Justice digitale » et qui, de fait, s'émeuvent de cette évolution. Évolution qu'ils constatent comme moi, parce que le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est la Chine. C'est pas tant de se rebeller contre un monde en devenir et qu'on n'a pas envie de vivre. Le problème, c'est que ce monde, il est là. Et il faut évidemment l'adapter, il faut essayer de comprendre comment ce monde peut nous être bénéfique. On n'ira pas en arrière, on ne va pas supprimer Waze, on ne va pas supprimer Parcoursup, on ne va pas supprimer toutes les technologies d'accès, par exemple dans les métros, qui nous empêchent la déviance. Ces algorithmes, ils sont là. Et ils vont rester, ça je peux vous le promettre, ils vont même s'amplifier. Et je répète, la Chine est sans doute l'asymptote de ce qui risque de nous attendre. Et donc, comment peut-on légitimer? Il y a pas mal de choses qui sont écrites dans ce livre, parce que vous voyez, par exemple, l'algorithme déshabille le droit de toute dimension politique. L'algorithme ne peut pas se confondre avec la loi. Intéressant de voir justement ce débat qui existe aujourd'hui entre les juristes et les informaticiens. Moi, mon argument face à eux, je suis désolé pour les slides qui passent parfois un peu incidemment du français à l'anglais, mais on est à Montréal, donc ça ne devrait gêner personne. Moi, en général, ma réponse à cela, c'est qu'on n'a peut-être pas le temps.
de ce tribunal judiciaire, de ce long temps à essayer de justifier pourquoi vous avez conduit en état d'ivresse, pourquoi vous avez arrosé votre pelouse malgré que l'algorithme, dans des cas, à mon avis, de grande urgence, et nous en vivons quelques-uns, que ce soit la crise climatique, que ce soit les crises économiques qui se profilent, la sobriété qui nous est imposée. Comment est-ce que cette sobriété énergétique va nous être imposée? Si on veut aller vite, sans doute qu'il faudra recourir à des algorithmes plutôt qu'à des délibérations suite à éventuellement des viols des règles qui sont imposées. Alors le Truman Show, c'est un peu aussi l'exemple qu'on me donne. Vous voyez, ça c'est le monde parfaitement formaté. Vous vous rappelez sans doute si vous avez vu le film de Truman, parfaitement heureux, mais dans un monde qui est totalement artificialisé, parce que toutes les décisions, toute la régulation sociale est incarnée dans l'algorithme, et vous n'avez qu'à suivre les lignes qui sont dessinées. Vous avez comme s'il y avait des lignes ici, et toutes les lignes sont dessinées pour vous à l'avance, et il suffit de les suivre pour rendre aux yeux des informaticiens la société plus harmonieuse. Alors si nous ne contrôlons pas ces algorithmes, vous savez que qui risque de le faire pour nous, et qui le font déjà pour nous, eh bien, c'est les fameux GAFA. Pas mal des algorithmes dont je vous ai parlé, que ce soit de la recommandation sur YouTube, que ce soit les compteurs intelligents, que ce soit la mobilité, que ce soit la santé publique, est aux mains des GAFA. Et les GAFA, je ne suis pas persuadé que quand ils font des algorithmes pour la mobilité, même Waze, que vous utilisez tous, je pense qu'il y a manière de faire beaucoup mieux que Waze. Alors vous me diriez comment? Mais Waze ne se préoccupe pas du tout de la beauté des villes, Waze ne se préoccupe pas du tout des contraintes écologiques, Waze n'a qu'un objectif, c'est de vous faire aller du plus vite du point A au point B. Mais il y a d'autres choses dans la mobilité que Waze pourrait intégrer, mais qu'il n'intègre pas parce que justement, il n'est pas au service des villes, il n'est pas au service des administrations. Et on pourrait faire pareil pour tous les algorithmes que les GAFAM sont en train de nous imposer. Ils nous imposent et on les prend parce qu'ils sont extrêmement efficaces. Je ne nie pas l'efficacité des algorithmes que les GAFAM nous mettent en place. Donc moi, je défends cette idée qu'il faudrait, dans la génération prochaine, pour adapter, pour accepter la mainmise de ces algorithmes, il faudrait 3 groupes de développeurs. Alors, je nie pas la présence d'experts. Les experts sont au courant de la réalité du terrain, des experts pour l'éducation, des experts pour la mobilité, des experts pour la santé publique, mais aussi, et c'est très important, les citoyens, comme la participation citoyenne pour vous savez, quand il y a eu pour la Convention climat. En France, il va y avoir une nouvelle participation citoyenne pour débattre de l'euthanasie. On sent bien que quand les sujets sont à ce point délicats, tangents, il faut que les citoyens soient impliqués. Et là, ici, ma proposition, c'est le citoyen hacker, c'est-à-dire le citoyen qui code. Alors, je ne demande pas que tous les citoyens deviennent des experts en Python ou en Java, mais il y a moyen de comprendre la logique algorithmique. C'est pour ça que je vous ai parlé de Parcoursup. Vous avez peut-être compris la logique algorithmique de Parcoursup, sans être un expert de la programmation, mais c'est cette logique-là que je trouve que vous êtes en droit de débattre, de savoir à quelle sauce algorithmique vos enfants seront mangés. À Bruxelles, on a aussi un algorithme pour décider de l'école où vos enfants peuvent s'inscrire et qui pose beaucoup de problèmes, parce qu'il a fait exactement le contraire de ce qu'on voulait qu'il fasse. On voulait améliorer la diversité dans les écoles, et on a pris comme critère numéro 1 la localisation géographique de l'habitant par rapport à l'école. Imaginez, en matière de diversité, les quartiers sont tellement bien diversifiés à Bruxelles que maintenant vous avez des écoles juives, des écoles musulmanes, des écoles catholiques, et c'est complètement raté l'objectif de départ. C'était presque une évidence, si vous voulez, mais ça, c'est quand, justement, on ne travaille pas suffisamment sur l'algorithmique. C'est cette idée de social coding, et donc c'est cette idée que, justement, les citoyens vont participer dans l'élaboration des algorithmes comme Gail Shapley. Pour la vaccination, je vais vous montrer quelques exemples. Et ça, ici, les 4, on pourrait appeler ça aussi du social coding. Alors nous, les informaticiens, on adore GitHub. C'est une plateforme où des millions d'informaticiens se retrouvent tous les jours. Ils travaillent de manière transparente dans ce qu'on appelle un open source. Et ensemble, les informaticiens travaillent, codent des algorithmes qui satisfont la majorité des informaticiens qui participent. Moi, je voudrais que vous tous ici, nous tous, nous puissions avoir une espèce de plateforme similaire où nous travaillons ensemble sur la réalisation de ces algorithmes. C'est pour l'instant un vœu pieux, c'est même sans doute un rêve, mais je pense que ça va être la seule manière d'accepter ces algorithmes extraordinairement envahissants. Alors, je vais terminer par, très vite, je ne sais pas si je dois aller jusqu'à 0, je dois aller jusqu'à 12, je ne me rappelle plus très bien, parce que j'ai mon compteur, mais je vais terminer très vite par Fari. Alors Fari, c'est très... ça m'aurait fait mal de ne pas en parler pendant 5 minutes, parce que Fari, c'est un institut qu'on a créé à Bruxelles il y a 4 ans. Il est né à Montréal, lors d'une visite gouvernementale et royale à Montréal. On a eu l'occasion de discuter avec les administrateurs de Montréal. Encore en plus? Ah, merci beaucoup.
Ah ben je vais pouvoir parler de Fari un tout petit peu plus. C'est gentil, merci. Fari a été créé vraiment à la suite du printemps numérique. Je remercie d'ailleurs Mehdi, que j'aurais dû remercier dès le départ, pour les organisations, pour ces formidables journées qu'il met le printemps numérique. Mehdi est venu aussi à Bruxelles, on a beaucoup discuté. Et Fari est un peu le résultat de cela. C'est-à-dire, tentons à Bruxelles, on sait bien que Montréal, c'est la Mecque de l'intelligence artificielle. Vous avez des instituts de recherche qui sont vraiment à la pointe, hein, réellement, qui sont des phares dans le monde en matière de technologie. Mais l'idée de faire jouer, d'utiliser, d'exploiter ces algorithmes pour le bien-être des citoyens, en l'occurrence de Bruxelles ici, mais ça pourrait être Montréal ou ça pourrait être Dakar, n'a pas encore tout à fait percolé, à mon sens, dans l'esprit, si vous voulez. On pourra en discuter lors du panel. Je voulais rendre hommage aussi à la rectrice de la VUB, qui était une des grandes partisanes de cet institut, qui nous a quittés il y a quelques mois et qui était à Montréal, qui est venue me voir. On a discuté avec les responsables politiques et qui a dit il faut un institut d'IA à Bruxelles, mais avec une personnalité particulière. Et sa personnalité, c'est les biens publics, et pourquoi pas à l'échelle bruxelloise. Donc on va travailler sur l'échelle bruxelloise. Et donc de Fari aussi, il y a des représentants, si vous voulez en entendre parler. Moi je m'occupe surtout de la partie technique et académique, mais vous avez les parties administratives. Il y a Karl qui doit être dans la salle, Julien, Laurence, qui sont des administrateurs de l'Institut. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Moi je serai là un peu, mais pas toujours, pour un peu discuter de l'esprit de Fari, de la manière dont Fari se réalise. Ils pourront vous donner énormément d'informations à ce sujet. Donc il y a aussi un site web qui a un peu évolué, ça ce sont des slides de la version précédente, mais vous allez retrouver beaucoup d'informations sur Fari. Alors Bruxelles a beaucoup d'avantages, et c'est cette idée de faire de Bruxelles une smart city, on a beaucoup entendu cette expression, mais quand on la voit dans la pratique, et quand on regarde la mobilité dans Bruxelles, quand on regarde la manière dont la vaccination a été organisée, quand on regarde l'accès dans les écoles, quand on regarde les transitions énergétiques, on se dit où elle est la smart city. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre un institut d'informaticiens au service de la Smart City. Alors, c'est un institut qui a aussi de particulier qu'il était à l'origine une intersection entre l'ULB et la VUB. Et il y a 300-400 chercheurs qui viennent de toutes les provenances disciplinaires. Donc il y a des gens des sciences humaines, de l'économie, de la philosophie, de la technologie, de l'ingénierie. Et ça, c'est très important. Parce que si vous voulez impliquer le citoyen, il faut comprendre comment le citoyen se comporte, il faut vraiment des composants des sciences humaines. Et donc dans Fari, il y a une très large part des chercheurs qui proviennent des sciences humaines. Voilà, ça c'est un peu les participants. Donc Karl, que vous voyez là, sera un interlocuteur pour vous tous si vous voulez en savoir un peu plus. On travaille sur plusieurs chantiers qui ne vont pas vous surprendre, qui sont ce qu'on appelle les biens publics, qui sont confiés aux administrations publiques, la santé, l'énergie, la mobilité. Alors, pour vous donner un premier exemple, quand il y a eu le Covid, bon, je ne vous parle pas des contacts tracing, etc., et des QR codes et tout le bazar qui, à mon avis, était une aberration, soit, on peut en discuter, mais un des grands problèmes qu'on a rencontrés, c'est l'organisation de la campagne de vaccination. Et on a mis en place un cockpit pour matcher les slots disponibles avec les gens qui devaient se faire vacciner. Parce que là aussi, c'est un problème de matching. Vous savez qu'au départ de la vaccination, on a mis des priorités. Les plus de 65 ans, ceux qui avaient des comorbidités, devaient passer avant les jeunes ou les gens en parfaite santé. Et puis, il y avait des centres, il y avait une dizaine de centres, et tout le monde ne voulait pas le même vaccin, parce que vous vous rappelez, il y avait Pfizer, AstraZeneca, on a tous vécu ça. Et moi, je me rappelle que mes enfants étaient tous vaccinés avant moi, mais même avant ma mère. Tellement c'était, au départ, c'était pas très bien organisé. Le premier jour, le démarrage de la campagne de vaccination, les centres étaient vides. Il y a eu des vrais soucis d'informatique, et on parlera un peu des administrations publiques après. Mais nous, on a mis en place un cockpit qui permettait de faciliter l'accès à la vaccination et qui suivait aussi ce qui se passait dans les quartiers. C'était très important, évidemment, parce que certains quartiers étaient beaucoup plus réticents à la vaccination. Certains quartiers étaient beaucoup plus... il y avait aussi une corrélation entre la richesse des quartiers et l'acceptation à la vaccination. C'est bien qu'il était plus difficile d'atteindre les quartiers plus pauvres que les quartiers plus riches avec eux. Et donc, on a beaucoup travaillé. Et vous voyez, ça, c'est vraiment un sujet complexe. Pour pouvoir prendre rendez-vous pour se faire vacciner en respectant les priorités, il faut de l'informatique. Mais il faut une informatique qui décide aussi quels quartiers doivent être favorisés, quels sont les métiers qui doivent être favorisés. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de discussions aussi au départ. Est-ce qu'un prof ou un conducteur de bus est à favoriser sur une personne qui travaille qu'en télétravail, vous voyez ? Eh bien ça, difficile pour un politique d'arbitrer. C'est très important d'avoir justement des discussions citoyennes. Alors en France, c'est très rigolo,
Parce qu'en France, ils ont fait appel au privé. Alors ça, c'est le grand réflexe des administrations publiques. McKinsey, Roland Berger, Accenture. Ça, les administrations publiques, ils savent qu'elles peuvent compter, oui, centaines de millions d'euros. Alors, ce qui s'est passé en France, c'est rigolo, parce qu'ils ont fait appel à McKinsey, parce que McKinsey a dit « Ouf, la vaccination, ça va devenir tellement complexe, on va faire appel à un acteur privé qui s'appelle McKinsey. » Oui, mais un jeune étudiant dans sa chambre, qui s'appelle Gabriel Rosier, qui reçoit la Légion d'honneur de la part de Macron, qui a mis en place un site de prise de rendez-vous pour la vaccination, gratuitement, et aussi du suivi de l'évolution de la pandémie en France, qui a été le plus visité, le plus utilisé par les gens en France. Tout seul, enfin avec quelques copains. Et donc, ils ont fait la nique à McKinsey, puisque malgré les centaines de millions, vous savez qu'il y a eu un grand débat lors de l'élection en France. Pourquoi est-ce que systématiquement, les administrations publiques font appel à ces boîtes de consultants? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétences, mais c'est un tel prix, et avec, je ne suis pas toujours persuadé, la bonne vision de ce que sont les biens publics dans une ville. Alors nous, on avait mis en place tout un algo. Alors ça a été difficile de les faire accepter parce que les administrations publiques, elles ne sont pas toujours très faciles à convaincre. On en parlera sans doute pendant le panel. Mais vous voyez qu'on avait mis en place un algo qui fait que vous vous inscriviez et vous aviez votre slot en respectant les priorités. Donc si vous étiez vieux, évidemment, vous alliez vous faire vacciner plus tôt et en plus dans un centre de vaccination à proximité de votre domicile. Parce qu'il y avait aussi la problématique et avec le vaccin que vous vouliez. Parce qu'en fait, on autorisait les personnes à refuser AstraZeneca. Vous savez, à un moment, on a forcé les gens, ils ne savaient même pas avec quoi ils se faisaient vacciner, ils avaient le droit de choisir leur vaccin. Alors, on a d'autres projets. La mobilité, on est en train de faire un Waze sur Bruxelles, mais qui respecte la ville de Bruxelles, qui ne fait pas que des petites rues qui étaient tranquilles jusqu'à maintenant deviennent des autoroutes. Waze a complètement changé la mobilité dans nos paysages et dans nos villes. Pourquoi est-ce que c'est Google qui décide que cette route devienne une autoroute? Il n'y a aucune raison à cela, sauf l'impératif de vitesse, de temps gagné. Donc nous, on travaille sur des algorithmes qui reviennent aux mains des administrations publiques. On a bien un ministre de la mobilité à Bruxelles. Eh bien, comment est-ce qu'eux peuvent décider aussi de prendre des solutions qui sont respectueuses de l'environnement, vous voyez? C'est pas forcément la voiture qui doit être toujours privilégiée. Vous avez les transports publics, vous avez les vélos. En Bruxelles, il y a un monde incroyable de modalités de transport. Eh bien, on vous donne des solutions. Prenez votre trottinette et puis vous prenez un bus, etc. Donc, un autre sujet sur lequel on travaille, je vais un peu plus vite parce que je vois que ça se termine, c'est ce qu'on appelle les communautés d'énergie. Et je suis sûr qu'à Montréal, il y a quelque chose de semblable. C'est-à-dire que ce sont des voisins qui se réunissent pour mutualiser leur production et leur consommation d'électricité. Un des grands problèmes quand vous consommez l'électricité, ce sont les pics, c'est-à-dire les gens qui, en même temps, allument leur boiler. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, Linky va vous empêcher d'allumer votre boiler à une certaine heure de la journée. Eh bien, en fait, c'est ça qu'il faut éviter. Et quand des voisins se mettent ensemble et qu'on sait ce qu'ils font d'un point de vue algorithmique, eh bien, on les aide à lisser leur consommation électrique. Tout le monde n'est pas censé faire sa lessive en même temps. Tout le monde ne va pas charger sa voiture en même temps. Vous savez, les voitures électriques. Et puis, quand il y en a qui sont en plus prosumer, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire qu'ils créent leur électricité avec panneaux solaires, eh bien, justement, comment adapter la consommation de votre voisin avec votre production à vous, si vous pouvez ne pas faire votre lessive au moment où vous produisez. Vous voyez l'idée de lisser Et là, vous avez besoin d'algorithmes. Sans algorithme, pas de voie de secours. Vous ne pouvez pas faire sans algorithme. Alors, l'accès à l'emploi. En France, il y a eu des tentatives pour faciliter l'accès à l'emploi. Nous, on a développé un algorithme, ce serait trop compliqué à vous expliquer, mais qui améliore le match entre les demandeurs d'emploi et les offres d'emploi. Il y a des grands problèmes de matching entre les offres et les demandeurs en Belgique. Il y a une grosse carence dans certains secteurs professionnels comme l'ORECA, c'est la restauration, les hôtels, la technologie informatique, la construction. Là, il y a des vrais soucis. Et en fait, on fait un matching intelligent, c'est-à-dire qu'il n'est pas évident qu'un historien ne pourrait pas se retrouver engagé par une boîte informatique, même s'il n'a pas fait des études de programmeur. C'est intéressant de voir que dans la manière dont il écrit son CV, il y a quelque chose qui témoigne d'une compétence de logique qui pourrait tout à fait s'accorder avec un job en informatique. Pareil, si quelqu'un est habile de ses mains, il peut faire autant la cuisine qu'éventuellement la construction de bâtiments. Donc on a mis en place ce matching. Et je vais terminer, pour laisser le temps, j'espère, à vos questions. Alors la conclusion, ça va être juste quelques slides, 4 photos. Bon, je vous rappelle un peu ces algorithmes qui nous contraignent, la fiscalité, l'accès à l'emploi.
Aux États-Unis, il y a des initiatives qui ressemblent un tout petit peu à la nôtre. Il y en a une notamment qui s'appelle Code for America, qui est à Boston. Et vous savez, la première algorithme qu'ils ont développé, c'était l'accès aux écoles. L'accès aux écoles publiques à Boston posait énormément de difficultés. Donc ils ont algorithmisé la chose, et sans surprise, même s'ils n'ont pas attendu pour le faire, il y a eu une participation citoyenne dans l'élaboration de quels enfants on va inscrire dans quelles écoles, avec quelle logique, etc. Et je vais terminer avec cette dame qui s'appelle Elinor Ostrom, qui, comme vous savez, a eu le prix Nobel pour toute sa théorisation des communs, les fameux communs dont elle était pas à l'origine, puisqu'il y avait des communs qui existaient au XVe siècle, au XVIe siècle. On partageait les ressources. La gouvernance était une gouvernance communale, c'est de là que vient l'idée des communs. Et en fait, Elinor Ostrom, qui n'était pas une informaticienne, s'est très émue, a été très touchée par les communautés open source. Et elle a vu dans les communautés open source, c'était vraiment les derniers travaux qu'elle a réalisés, qu'elle a écrits, elle a vu dans les communautés open source la résurrection de ce qu'elle avait vu, lu et étudié dans les communs historiques du XVIe siècle et du XVIIe siècle, où les gens partageaient des ressources comme des potagers, comme des lacs de poissons. Elle avait toute une vision de la gouvernance. Eh bien, moi, je trouve que c'est cette vision qu'il faut remettre au goût du jour dans la réalisation des logiciels qui nous aideront à mieux vivre, d'où l'idée donc de commun numérique. Voilà, c'est ce que je défends et je vous remercie de votre attention. Merci. Un grand merci. Un grand merci à M. Hugues Bersini. Alors, c'est la période des questions. J'aimerais vous entendre, cher public. Nous sommes en présentiel. Il y a 2 micros, un à gauche et un à droite. Je vois qu'il y a une question juste ici. Vous pouvez vous présenter juste au micro et poser votre question directement à M. Bersini. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez faire la file et choisir un des micros. Monsieur, bonjour. Bonjour, mon nom est Yves Alavo. D'abord, je voudrais peut-être pas vous poser une question tout de suite. Je voudrais faire peut-être un commentaire en 2 parties. D'abord, me féliciter, être honoré et fier de voir en cette année du 60e anniversaire des relations entre le Sénégal et le Canada que Printemps numérique, vraiment, je ne sais pas s'il est là, Mehdi Ben Boubacar, je crois que c'est la conjonction la plus extraordinaire qu'on puisse avoir. C'est le Printemps numérique représente ce qu'il y a, en fait, dans les Amériques, moi je dirais peut-être au monde aussi, ce qu'il y a de mieux dans ce qu'on peut espérer de tout ce qui touche le numérique. L'association de toutes les entreprises, de toutes les organisations qui ont cette préoccupation, chapeautée par le leadership du Printemps numérique, d'éviter que la technologie creuse les écarts aujourd'hui dans notre société entre nous, entre les bien nantis et la grande majorité de celles et ceux qui aspirent à mieux vivre. Que ça soit un outil qui va peut-être aider à ce dont on rêve, un peu plus de justice, un peu plus d'égalité. C'est un grand commentaire, mais vraiment, félicitations, Madame l'ambassadrice, Excellence, et le ministre du Sénégal, parce que je peux dire que le Sénégal, dans cette grande quête par rapport à la démocratie, la liberté effective, par rapport à la conclusion que vous faites ici des communs, dans les grandes traditions de nos sociétés africaines, il y a ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est le pont le plus facile, et je dirais qu'on le voit chez les jeunes qui sont en train de développer avec une habileté extraordinaire. Ils n'ont peut-être pas les moyens qu'il faut, il va falloir qu'on partage ces moyens. Beaucoup d'applications qui permettent effectivement de donner un sens aujourd'hui à ce qui est la philosophie de vie de nos sociétés africaines, patrimoniales, matrimoniales, ancestrales, où il y avait cette préoccupation essentielle du partage, de l'égalité, du consensus, de la consultation qu'on redécouvre aujourd'hui. Merci pour ces commentaires et de votre patience de m'écouter. Ce que je voulais dire pour vous poser la question, monsieur Bersini, d'abord, félicitations. C'est je dirais, un exercice d'acrobatie que vous faites ce matin. À la fois, vous nous mettez en garde contre le danger des algorithmes et en même temps, vous êtes admiratif de voir comment, en peu de temps, une dizaine d'années, cet outil, qui doit rester un outil, a besoin de la responsabilité que nous pouvons exercer comme citoyennes et comme citoyens, et qu'on ne peut plus être soumis à une dictature
du numérique, mais qu'on doit habiter ces outils, qu'on doit partager la connaissance et qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant et qu'hier, on doit avoir ce souci de l'égalité, ce souci du partage de l'expertise. Il y a de moins en moins d'écart entre celles et ceux qui savent peu. Moi, je suis grand-père de 3 petits-enfants et mes petits-enfants m'apprennent des choses. Mais les plus âgés de mes petits-enfants ont 10 ans. Il y a des pays dont on a dit qu'ils étaient dans un développement secondaire qui aujourd'hui sont en avance dans toutes ces questions-là. Alors aujourd'hui, on doit avoir ce souci pour la démocratie, pour la compréhension, pour la liberté, d'arriver à cette double contrainte qu'on a, à la fois de subir peut-être la technologie, mais aussi de l'investir et d'avoir la préoccupation de partager. On a vu, quand vous avez parlé du Covid, vous avez dit que c'est une leçon, c'est une grande leçon. Le monde entier, on a vu qu'on est dépendant. Ce qui se passe en Afrique du Sud, ce qui se passe au Nunavut, au nord du Québec, ce qui se passe au sud de l'Argentine, on est tous solidaires. Et le Covid nous a appris que la solidarité est importante, c'est une valeur majeure. Alors, je voulais vous demander, vous avez parlé comme un philosophe ce matin, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour que réellement on cesse de rester dans les questions administratives, de travailler malgré tout encore en silo, de rester dans... Vous savez, la guerre en Ukraine nous révèle beaucoup de choses dans la gestion internationale. Il n'y a plus de leadership dans la communauté internationale aujourd'hui. Est-ce qu'on peut quelque part retrouver le bon sens, tout simplement? Merci. Écoutez, merci. Et d'abord, je voudrais m'associer à vos remerciements pour le printemps numérique, à Mehdi. Donc, je voudrais applaudir des deux noms. Alors, je suis évidemment, merci de ces commentaires et qu'on partage. L'idée, évidemment, c'est que ces algorithmes œuvrent, comme vous l'avez dit très très justement, au profit du bien commun. Alors, il y a 2 réponses que je voudrais vous donner. La première, c'est l'éducation. Vous y avez fait allusion. Alors, c'est très 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 différent ce qui se passe dans les pays en matière de ce qu'on appelle littératie numérique ou éducation. Mon sentiment, c'est que pour justement accroître la participation et la sensibilisation des gens, si vous voulez, à cette mainmise algorithmique, il faut que les jeunes, très tôt, soient formés au codage, à la logique algorithmique. Et ça ne se passe malheureusement pas dans beaucoup de pays. Dans mon pays, malheureusement, la Belgique, il n'y a pas de formation numérique dans le primaire ni dans le secondaire. Il faut attendre l'université pour découvrir, et encore pas toutes les professions, les médecins et les avocats n'auront même jamais accès à une formation numérique. Ce qui est évidemment difficilement compréhensible à l'heure d'aujourd'hui où ce numérique traverse, je dirais, comme vous l'avez tout à fait justifié, tous les lieux de nos vies, enfin tout ce qu'on fait, etc. Alors ça, c'est la première chose, accroître, et s'il vous plaît que dans tous les pays, je ne sais pas quelle est la situation à Montréal, en France, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, donc les 3 dernières années du secondaire en France, seconde, première, terminale. Maintenant, les jeunes reçoivent une formation à la programmation, à la logique, mais ça pourrait même commencer plus tôt. Il y a eu pendant toute une époque aux États-Unis, Obama s'est beaucoup impliqué dans Code for School, où lui disait il faut former la logique algorithmique chez des enfants de 5-6 ans avec des langages de programmation qui s'appelaient Scratch. Et on a vu Mark Zuckerberg, Bill Gates, Obama programmer pour essayer d'encourager. Donc ça, la formation, l'enseignement, et vous avez raison, il y a des pays qui nous sembleraient peut-être en retard au plan technologique, où il y a une formation tout à fait remarquable. Je ne sais pas quelle est la situation au Sénégal, mais il y a dans la formation, très tôt, les enfants, ça c'est vraiment fondamental. Le deuxième, c'est vraiment... Comme vous l'avez dit, j'étais un peu philosophe, mais j'ai voulu arrêter d'être philosophe pour être développeur. Et dès lors que j'ai quitté ma stalle de philosophe pour me mettre à travailler avec les administrations publiques, on a rencontré, et mes amis Karl Laurence, qui s'occupe de Fari, pourraient vous en parler, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de travailler avec les administrations publiques. Quelque qualité que vous ayez en tant qu'informaticien, il y a des réflexes des administrations publiques qui sont, d'abord, elles sont très conservatives, elles sont un peu paranoïaques. Et deuxièmement, elles ont une espèce de réflexe de faire appel au privé
en pensant que le privé... Donc moi, ce que je voudrais simplement, c'est que les universités, qui sont des biens publics aussi, hein, les universités, formant des jeunes, qui sont généralement compétents et qui ont envie de plus en plus, parce qu'on le voit, les jeunes sentent les crises que vous avez mentionnées, ils ont envie d'être acteurs pour améliorer le bien-être, ceux qui sont informaticiens, comme tous les autres, si vous voulez. Et donc, il faudrait que les universités ou les centres de formation académique deviennent des interlocuteurs incontournables des administrations publiques. Et ça, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. On est, je dirais, bypassé, hein, en général, pour aller directement vers McKinsey, Accenture, Roland Berger, qui cumulent toute la valeur pour faire des algorithmes, on l'a vu en période du Covid, qui laissent beaucoup à discuter. Ça, c'est deux petites réponses, mais vous avez été encore beaucoup plus loin dans votre intervention, donc je reste modeste dans mes réponses. Merci beaucoup, M. Bersini. Merci pour votre question. Yves, on l'applaudit. Merci. Ça aurait été souhaitable de poser d'autres questions, mais nous arrivons vraiment à la fin de cette séance et nous allons tout de suite enchaîner avec un panel où nous allons approfondir la conversation avec M. Bersini et d'autres invités. Je vous invite à aller prendre une petite pause et nous allons être de retour dans environ 5 minutes. Merci encore, M. Bersini. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Je ne peux pas décrire un beau paysage. Le Québec est un beau paysage.